Hello, hello, bienvenue à toi, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de deux sujets différents. Le premier, ça va être au niveau de l'hernie cervicale, donc au niveau des douleurs situées au niveau de la nuque, voire cage thoracique. La deuxième chose, ça va être au niveau de la répartition des nutriments dans sa journée. Comment répartir ces nutriments, comment répartir ces protéines pour atteindre plus rapidement ses objectifs, pour avoir plus de bénéfices. Donc, dans un premier temps, l'hernie cervicale. Donc, l'hernie cervicale, c'est quoi? C'est un pincement d'un disque intervertébral au niveau cervical. Donc, pas forcément un pincement de disque, mais en tout cas, il y a des choses qui se passent de façon mauvaise au niveau cervical. Les cervicales ne bougent plus, c'est douloureux, j'ai plus de mouvement, j'ai plus de force, et surtout, c'est très douloureux. Alors déjà, pourquoi c'est aussi douloureux au niveau de la colonne vertébrale? Dès que ça touche la colonne vertébrale, tout simplement parce qu'on a notre système nerveux central qui lui est donc diffuseur de sensations et capteur de sensations de façon très très forte. Le lien entre la colonne vertébrale et le cerveau est très très fort, tandis que mon lien entre le bout de mon doigt, et le cerveau est très long. Donc, ce qui peut se passer, c'est que je peux avoir pas grand chose. En résumé, ce qui peut se passer, c'est que je peux ne pas avoir grand-chose au niveau de la colonne vertébrale et le sentir comme une énorme douleur, alors qu'à l'imagerie, on ne peut rien voir, sur une IRM, une radiographie, etc. Par contre, je peux avoir le doigt pété et ne pas le sentir pratiquement. Ou en tout cas, ne pas avoir autant de douleur qu'au niveau de la colonne vertébrale. Tout ça, c'est lié par rapport à ce fameux système nerveux, et plus je suis vers une extrémité, moins je vais avoir cette sensation de douleur qui va venir rapidement, et plus je suis vers le centre, le système nerveux central, plus j'ai cette sensation de douleur par rapport à ces capteurs. Donc ça, c'est ce pourquoi au niveau de la colonne vertébrale, c'est très très douloureux, malgré que ce soit pas forcément grand chose dans la plupart des cas. Maintenant, au niveau de l'hernie cervicale, au niveau des douleurs cervicales, voilà comment ça se passe. Donc là, par exemple, l'image ici, elle illustre très bien, mais c'est un petit peu comme si je venais pincer. Donc quand moi je vais venir reculer la tête vers l'arrière, c'est comme si j'allais pincer mes disques intervertébraux, ou en tout cas que j'allais créer ce pincement. C'est ça qui provoque la douleur, c'est ça qui est mauvais, et c'est ça qu'on veut pas éviter, mais réapprendre à travailler. Le but, en fait, c'est de récupérer de l'espace entre mes vertèbres. Donc quand je me blesse, par exemple ma mère, il n'y a pas longtemps, a fait une chute à vélo, et on est en train de retravailler ses cervicales, elle a eu très mal. Donc ça peut être suite à un accident, ça peut être suite à une inactivité, donc ça peut être une femme qui a un travail en bureau et qui ne fait pas d'activité à côté. Au fur et à mesure des années, à force de ne plus bouger, ce qui se passe, c'est que mes vertèbres se figent. Donc le risque qu'on a au niveau des vertèbres, c'est vraiment... Voilà, ok. C'est vraiment de venir cristalliser les vertèbres entre elles. Donc elles ne bougent plus. C'est-à-dire que je vais prendre ma zone lombaire. Donc, les dernières vertèbres, elles vont plus bouger, elles vont venir se cristalliser. Elles n'auront plus de mouvement possible. Tout simplement parce qu'au fur et à mesure des années, ou peu importe la cause, ce qui se passe, c'est que je ne vais plus avoir d'amplitude articulaire possible. Ça va venir se tasser et ça va venir créer comme une seule et unique vertèbre entre 3-4 vertèbres. Et le problème qu'on a à ce niveau-là, c'est que quand le mouvement n'est plus possible, j'ai une mauvaise répartition des contraintes. Donc par exemple, au niveau du bas du dos, si ces 3 vertèbres-là sont cristallisées et ne bougent plus entre elles, ça veut dire que toute la contrainte, au lieu d'être répartie entre ces 3 vertèbres-là, elles vont être réparties au niveau du sacrum et au-dessus. Donc moi, quand je vais me bloquer le dos, je vais me bloquer le dos très certainement soit ici, soit ici. Et le but, en fait, c'est de récupérer du mouvement, décristalliser les vertèbres entre elles pour que je puisse avoir une meilleure répartition des contraintes. Donc, par exemple, si maintenant je fais du squat, du back squat, que je charge lourd et que ici mes vertèbres sont cristallisées et ne bougent pratiquement pas, ce qui peut se passer, c'est que je vais peut-être avoir trop de contraintes au niveau des vertèbres un petit peu plus hautes et me bloquer le dos à ce niveau-là. Donc, voilà comment ça fonctionne au niveau des douleurs, au niveau de la conséquence qu'il peut y avoir. Donc nous, ce qu'on veut sur la colonne vertébrale, donc si on revient sur la zone cervicale, c'est de récupérer du mouvement, récupérer de l'espace capsulaire, donc de l'espace entre mes vertèbres, pour qu'elles puissent de nouveau bouger. Ça se fait de plusieurs manières différentes. On a d'un côté l'étirement, donc récupérer de l'espace,
c'est récupérer du mouvement en termes d'amplitude. Donc par exemple sur la flexion de ma colonne vertébrale, donc la flexion c'est le fait de l'enrouler vers l'avant. Ce que je veux faire, c'est récupérer ce mouvement-là. Donc si moi, j'arrive pas à toucher mes pieds en m'enroulant vers l'avant, mon but c'est de toucher les pieds. Ça veut dire que j'aurai une bonne mobilité articulaire. Mais si je peux pas le faire, pour l'instant, je n'ai pas une bonne mobilité articulaire. Donc le but c'est de récupérer ça. Donc l'étirement est une bonne chose, on le devine. Maintenant, le problème de l'étirement quand il est fait seul, c'est le problème de force. C'est-à-dire que si j'entraîne mon corps à s'étirer et à aller vers l'avant, donc c'est une bonne chose, je récupère de l'amplitude. Mais par contre, quand je vais aller en bas de mon mouvement, quand j'aurai enroulé complètement ma colonne vertébrale vers l'avant, je n'aurai pas de force pour appliquer de la force dans cette amplitude articulaire-là. Et c'est ça qui va me reblesser. Donc l'étirement c'est bien, mais c'est incomplet. Il faut que je sache m'étirer, mais il faut que je sache appliquer de la force en position d'étirement. Ça veut dire que mes vertèbres au niveau cervical, il faut qu'elles arrivent à s'enrouler vers l'avant pour bien répartir les contraintes, mais il faut aussi qu'elles arrivent à être fortes en étant enroulées vers l'avant. Sinon, je vais m'enrouler vers l'avant, j'ai aucune force applicable dans cette amplitude-là, et du coup, je vais me blesser. Donc c'est ça qu'on veut éviter, et c'est ce combo-là qu'on veut créer. Maintenant, il y a différentes manières de le faire, différents processus. Très souvent, on va parler d'isométrie, d'étirement, d'excentrique. Donc on va parler de Pales Rails. Pales Rails, c'est un bon outil pour ça. Faire attention tout de même à pas être, à pas être trop intensif sur son Pales Rails en termes d'étirement et en termes de contraction. Il faut vraiment savoir s'adapter et adapter par rapport à la personne. Mais voilà, le but à toi maintenant, donc normalement tu l'as compris, mais c'est de récupérer de la mobilité. Donc la mobilité par définition, c'est le fait d'avoir de l'amplitude articulaire avec force. C'est le combo élasticité, donc le combo souplesse-force. Et c'est ça qu'on veut créer au niveau de la zone cervicale pour ne plus avoir de douleur. Alors maintenant, pourquoi récupérer de la mobilité et de l'amplitude articulaire et de la force en amplitude me permet de ne plus avoir de douleur et me permet de régler mes problèmes. Alors, pour chaque pathologie, il y a des fonctions articulaires qui vont être impactées. Pour l'hernie discale, c'est très souvent la flexion, donc le fait d'enrouler les cervicales vers l'avant. Donc moi, mon but, si jamais une personne n'arrive pas à faire un mouvement, c'est de retravailler ce mouvement, tout simplement. Si j'arrive pas à faire un mouvement, il faut que je le travaille. Si ce mouvement il est douloureux, je le travaille. Mais de façon progressive, j'y vais à mon rythme. Je commence d'abord par le niveau 1, ensuite par le niveau 2, ensuite par le niveau 3. Et à partir du niveau 5-6, je n'ai déjà plus de douleur, j'ai récupéré un peu de force. Et là, je peux reprendre une vie normale. Donc le but, c'est ça. Donc, on va parler maintenant des mécanorécepteurs. Donc, il y a des capteurs sensoriels partout dans le corps. Okay. Il y en a aussi au niveau des vertèbres. Entre chaque vertèbre, il y a des capteurs. Il y en a à chaque capsule articulaire. On peut en avoir au niveau des épaules. On peut en avoir au niveau des hanches. Donc là, à chaque fois, il y a une capsule articulaire. Cette capsule articulaire-là, que ce soit au niveau des épaules, des hanches ou alors entre les vertèbres, il faut qu'il y ait de l'espace. Et il faut stimuler cette capsule articulaire. Stimuler cette capsule articulaire, c'est appliquer de la force en amplitude. Et c'est aller visiter ces amplitudes également, mais de sa propre intention, pas par une force externe. Si c'est appliqué par une force externe, ça veut dire que c'est de la souplesse. Moi, c'est pas de la souplesse que je veux, c'est de la mobilité. C'est aller en amplitude articulaire, pouvoir enrouler mes cervicales vers l'avant, mais par ma propre intention, par ma propre force. C'est mes muscles du cou et de la cage thoracique qui vont venir enrouler mes cervicales vers l'avant. Et c'est non pas une force externe. Si c'est une force externe, c'est de la souplesse. Si c'est de ma propre intention, c'est de la mobilité. Mon but à moi, c'est de venir stresser, stimuler mes capsules articulaires, tout simple, et avec force, avec précision et de ma propre intention. C'est de cette manière-là, en fait, que mes capteurs sensoriels vont venir être stimulés. Plus j'en stimule, moins j'ai de sensations de douleur. Tout simplement parce que le cerveau, lui, quand il envoie un message de douleur, en fait, c'est un message d'alerte. Il te dit, eh oh, attention, là, tu es dans une zone rouge, tu es en train de faire
pas de la merde, mais tu es en train de faire un truc que je ne peux pas faire, je t'envoie un signal d'alerte. Mec, fais gaffe. Meuf, fais gaffe. Tu es en train de faire du back squat, c'est trop lourd, le dos, il est encore pas en capacité de pouvoir le faire. Je t'envoie un signal d'alerte. Je te blesse pas, mais je te fais mal. Je t'envoie des messages de douleur. C'est les messages de prévention. Les douleurs au niveau cervical, c'est ça. Et là, il est juste en train de te dire, écoute, là, quand tu vas vers l'avant, ça me fait mal. N'y va pas. Rien que le poids de la tête me fait mal. Donc, il faut tout simplement que tu stoppes le mouvement là. C'est ça qu'il te dit. Le problème, c'est que plus on stoppe le mouvement, au bout d'un moment, on ne bougera plus du tout. Donc, il y a des méthodes pour retravailler le mouvement que je ne vais pas expliquer dans cette vidéo parce que sinon elle va durer trop longtemps. Mais il y a des processus, l'isométrie, l'excentrique, les rotations articulaires contrôlées, on retravaille tout ça, il n'y a aucun problème. Ça se fait très facilement, ça va plus ou moins vite selon la pathologie de la personne et comment le tissu est lésé au niveau des cervicales ou autre part dans le corps, mais ça se retravaille très facilement en quelques semaines, il n'y a plus de douleur. Enfin bref, ce que je voulais dire à la base, c'était qu'il faut stimuler le système nerveux, donc ces fameux mécanorécepteurs, les capteurs sensoriels, les stimuler pour que en fait, le cerveau, lui, se réfléchisse comme ça, c'est qu'ils se disent « Ah ben là, j'ai le droit à énormément de stimulation de récepteurs, j'ai de la force, j'ai de l'amplitude, j'ai de la capacité, ça je vais taper dans le micro encore plusieurs fois, j'ai de la capacité à bouger, du coup je n'ai plus besoin de lui envoyer des signaux d'alerte pour le dire « Eh oh, là niveau capacité, t'es mauvais, t'as pas de mouvement, tu les as pas travaillés à la salle, tu les as pas travaillé chez toi, t'as pas fait d'isométrie, t'as pas fait d'excentrique, de renforcement, là mec, meuf, fais attention, genre tu vas te blesser. » C'est ça qui t'envoie, donc le corps est super bien foutu à ce niveau-là parce que les messages de douleur, c'est une super chose pour avoir de l'appréhension sur les choses. Mais voilà, c'est pas arrêté. Tu peux te développer, tu peux te renforcer. Au niveau des cervicales, voilà, on va faire de l'isométrie, on va travailler les inclinaisons, on va retravailler le mouvement, réappliquer de la force et petit à petit, tu vas stimuler ces fameux mécanorécepteurs et le cerveau n'aura plus besoin de lui envoyer des messages de douleur parce que tu as du mouvement avec force. Tu peux aller à la salle, tu peux faire du badminton envoyé, tu peux faire du jiu-jitsu brésilien et te prendre en étranglement machin, par exemple, c'est un bon exemple ça, et ne pas avoir de douleur, mais tout simplement parce que le corps sera en capacité de pouvoir accepter ces activités. Et le problème, toi, que tu as aujourd'hui, si jamais tu fais pas de sport, ou alors t'en fais, mais t'en fais très peu, tout simplement, le corps, même tenir de façon droite, de façon gainée devant son bureau, il est en incapacité de pouvoir le faire, tout simplement. Donc le but, c'est juste de bien se caler sur ton niveau actuel, même si c'est tenir debout, c'est déjà douloureux, ou courir un petit peu, ou marcher, etc. Le seul truc que tu dois faire, c'est ne pas te juger déjà, c'est totalement normal, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive même à moi, avant de m'être formé en réhabilitation. Avoir douleur au repos sans rien faire, ou même étant couché, c'est des choses qui arrivent, c'est des choses qui peuvent arriver maintenant ou plus tard. Le but, c'est juste de ne pas se laisser abattre. Des méthodes existent. On peut faire de la réhabilitation, de la réathlétisation, on peut retravailler les tissus et les faire regagner en capacité, jusqu'à avoir des grosses capacités. La progressivité est infinie, que ce soit en termes de charge, que ce soit généralement en termes de contraintes appliquées sur le tissu, la progressivité est infinie. Donc si aujourd'hui, même au repos, c'est douloureux, dans un an, tu peux soulever de la charge avec tes cervicales, accrocher une corde, mettre 10 kg et faire de l'extension cervicale sans problème, en une année. La progressivité et l'adaptation du corps, si elle est bien faite, elle est illimitée et on peut vraiment faire de grandes choses. Mais maintenant, il faut se faire accompagner. Il faut se faire accompagner par des gens qui connaissent et qui puissent t'aider. Et surtout t'entraîner de façon régulière. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui en France, c'est que les personnes qui s'occupent de ça, généralement, c'est les kinés. Le modèle économique des kinés, c'est basé sur tu prends 2 séances par semaine, tu y vas 2-3 semaines, par exemple, si tu as une tendinopathie au niveau du poignet, et après c'est fini. Le problème, c'est qu'en 2-3 semaines, on a le temps de rien faire. On a juste le temps de faire un petit peu de massage, un petit peu d'électrostimulation. La plupart des kinés, c'est ce qu'ils font. Après, ils te donnent 2-3 exos à faire à la maison et ciao. Mais le problème, c'est que c'est absolument pas adapté à la personne, forcément. C'est trop peu. Il n'y a pas de programmation d'entraînement. Il n'y a pas de progressivité. Dans le temps, tu es limité parce qu'après, tu es livré à toi-même. Enfin, forcément, ça ne peut pas fonctionner.
La réhabilitation, ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être. Il faut que ce soit spécifique à tes activités, parce qu'une personne qui fait une réhabilitation genou pour pouvoir re-squatter et faire du SBD, ou une personne qui fait une réhabilitation genou pour pouvoir faire du foot, pour pouvoir faire du tennis, pour pouvoir faire du badminton ou nager, selon les sports, selon la spécificité de la personne et ses besoins et son activité qu'elle aimerait faire, si elle veut faire de la randonnée, etc., ben, on ne va pas appliquer les mêmes choses. Il faut absolument que la réhabilitation soit personnalisée à la personne pour lui apporter le meilleur tout simplement et surtout ce qu'elle a besoin selon elle. Chaque personne est différente et encore plus en réhabilitation et encore plus selon les pathologies de la personne, selon son physique et selon ses objectifs. Donc voilà, pour la réhabilitation cervicale, je me suis un petit peu égaré. Mais ça, c'est ce que je pense de la réhabilitation, c'est ce que je mets en place pour mes clientes. C'est que du suivi personnalisé, il n'y a pas de e-book, il n'y a pas de programme tout fait que je donne. C'est toujours personnalisé en fonction des personnes. Et c'est de cette manière-là que je travaille. Par exemple, j'ai donc ma maman qui a fait un accident. Elle a des problèmes au niveau d'une inclinaison, au niveau de la flexion. On le retravaille, tout simplement. On retravaille ces fonctions articulaires-là. Là, elle a déjà plus de douleur. Et ce qu'on fait, c'est qu'on est plus progressif. On est plus progressif, pourquoi? Pour que la prochaine fois qu'elle fasse une chute ou qu'elle fasse un nouveau sport, etc., ben, elle ne se reblesse pas, qu'il y ait une grosse capacité au niveau cervical. Une autre cliente aussi que on a commencé ce mois-ci, c'est la 3e semaine, la semaine prochaine qu'elle fait comme entraînement. Donc elle, ce qu'elle a, c'est elle veut faire de la musculation en salle, elle a certains problèmes au niveau de la cheville, au niveau des cervicales. Ben, tout simplement, on retravaille en fonction de ses envies. Ma maman ne fait pas de la musculation, donc je ne vais pas lui donner la même chose que l'autre personne qui fait de la musculation. Ma maman, elle veut juste pouvoir sortir, être tranquille à la maison et faire ses séances vélo avec mon papa. Donc, au niveau cervical, ça ne va pas être les mêmes adaptations que je vais vouloir apporter que la personne qui fait de la musculation en salle. Celle qui fait de la musculation en salle, je vais peut-être vouloir, en plus des cervicales, travailler sa cage thoracique, travailler ses épaules, travailler son omoplate, qu'il y ait du mouvement, qu'elle puisse faire n'importe quel mouvement de musculation par la suite, avec aisance, avec force, et surtout qu'elle ne se blesse pas. Donc il faudra travailler plus de choses, il faudra que je sois plus spécifique. Je vais lui donner du tirage bûcheron, je vais lui faire du Jefferson curl, je vais travailler spécifiquement les cervicales, etc. Même travailler les hanches pour délester de la charge de la colonne vertébrale. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, c'est assez complexe. Alors c'est plus complexe à expliquer qu'en pratique. Je te rassure, les exercices à mettre en place pour travailler sont simples. On peut les faire à la maison. C'est pas très. Alors c'est un petit peu chiant, j'avoue, mais il n'y a que ça qui fonctionne. Déjà de une, et c'est pas si chiant que ça. C'est-à-dire qu'on va parler de 1 quart d'heure, 30 minutes sur une articulation et ça suffira. On le fait 3 fois dans la semaine, 2-3 fois dans la semaine, je conseille, et on est OK en quelques semaines. Donc ça va plus ou moins vite selon la personne aussi, il faut adapter. Il y a plusieurs choses à voir, mais généralement ça se passe comme ça. Voilà pour les cervicales. La deuxième partie, alors. Ok, la deuxième partie au niveau... Alors, tu sais quoi, je vais carrément éteindre ça. Voilà, on est bien. Ça, on va éteindre. Donc, valeur client. Hop là. Voilà. Deuxième partie au niveau de la répartition des nutriments durant ta journée. Donc, comment ça se passe? Déjà... Tu pourras me demander si tu ne connais pas, mais on a 3 nutriments différents qui sont les glucides, les lipides et les protéines. On a différentes sources. Au niveau des protéines, c'est ceux qu'on va voir en premier, enfin principalement dans cette vidéo. Mais voilà, tu as différentes sources. Tu as les oléagineux, tu as le poisson, tu as tout ce qui est fromage blanc, fromage aussi, il y a des bonnes sources de protéines, viande rouge, viande blanche, beaucoup, hein, tout ce qui est riz d'Inde, Thibaut InShape, tout ça on connaît. Les légumineux aussi, certaines céréales aussi sont très protéinées, certains pains comme le pain de seigle, etc. Donc tout ce qui est protéines, je ne vais pas développer le sujet, mais pour la reconstruction de l'organisme, rien que ça, c'est super bon, donc il faut en consommer. Si tu veux des beaux cheveux, si tu veux une belle peau, si tu veux des pores qui se referment bien, qui se reconstituent bien, si tu veux pas de boutons, etc., il faut des protéines.
Et nous spécifiquement en musculation, vu qu'on veut se dessiner, se raffermir, prendre des formes, des fesses, etc., on veut développer notre masse musculaire. Donc pour la développer, on la détruit à la salle pour qu'elle puisse se reconstruire. Pour qu'elle puisse se reconstruire, il faut du repos et il faut un carburant qui est bon. Il faut que le corps puisse utiliser des bons nutriments pour se reconstruire musculairement. Donc les protéines, ça, c'est la source qui nous intéresse. Maintenant, la bonne manière de fonctionner, donc, c'est d'avoir le sang. Donc le sang, c'est lui qui est conducteur des nutriments. Il faut que lui, tout au long de la journée et même de la nuit, il soit le plus nourri possible. La particularité, c'est qu'on veut qu'il soit nourri, mais on ne veut pas non plus être en surplus calorique et prendre du poids. Parce que sinon, souvent c'est nos objectifs, on n'a pas forcément envie de prendre de poids. Donc le but, c'est d'avoir une bonne répartition des nutriments tout au long de la journée, qui est logique, qui est intelligente, mais qui soit vraiment bien calculée, bien contrôlée pour pas non plus être en surplus calorique et prendre trop de poids. Donc l'idée, c'est de jouer sur les recettes, les types de recettes. Ok, les types de recettes. Donc là, par exemple, j'en ai mis 4 différentes sur une journée pour une cliente. Sachant que le petit déjeuner se coupe en deux parce que c'est aussi sa collation à 10h. Mais par exemple, pour cette cliente, je lui ai donné un petit déjeuner qu'elle doit consommer. Donc le Banoffee Breakfast, pardon. C'est un super truc à la framboise, à la banane, c'est grave bon. C'est protéiné. Et ce qu'elle fait, en fait, c'est qu'elle va donc construire sa recette. Elle va le faire comme j'ai donné avec les grammages que j'ai donné. Elle va le couper en deux. Elle va prendre une partie à 8h et une partie à 10h. Ensuite, le midi, elle mange un autre repas. À 16h, elle mange un autre repas. Et après sa séance de sport, à 18h30, 19h, elle mange encore un autre repas. En fait, l'objectif de fonctionner de cette manière-là, c'est vraiment de répartir le plus possible les nutriments dans la journée. Donc, ce n'est pas des grosses quantités forcément, mais ça va plus ressembler à du grignotage tout au long. Le but, c'est vraiment que le corps, il ne se dise jamais « Ah, là, il me manque un petit peu de dose de nutriments, je ne peux pas me reconstruire comme il faut ». Parce que le corps, lui, il est en perpétuelle reconstruction. Il n'y a pas de période où il est plus en reconstruction que d'autres. Donc très souvent, l'erreur qu'on fait, c'est de vouloir tout centrer par rapport à la séance de sport ou vouloir consommer absolument les protéines juste avant la séance de sport. Ça, c'est pas quelque chose de forcément très intelligent. Notre but, nous, c'est d'avoir des protéines, pas seulement pour la séance de sport, mais tout au long de la journée. Parce que c'est la reconstruction musculaire et la reconstruction de l'organisme qui est intéressante. C'est pas tellement l'énergie apportée pour la séance. C'est ce qui se passe tout autour. C'est tout le macro, tout l'environnement autour. Donc le but, c'est que tout cet environnement autour, il n'y ait jamais une période de ma journée et le moins possible pendant la nuit, de période où je n'ai pas suffisamment de nutriments pour que le corps puisse se reconstruire. Donc ça, c'est une technique pour favoriser la reconstruction musculaire. Et ensuite, pourquoi moi, ça va me permettre de perdre plus de poids? Tout simplement parce que ça va me permettre d'être plus productif. Si je récupère mieux musculairement, je peux plus m'entraîner. Si je peux plus m'entraîner, je perds plus de calories. Si je perds plus de calories, je perds du poids. La deuxième chose, c'est au niveau de la prise de masse musculaire. Plus ma masse musculaire se développe, plus je crame de calories. Donc plus je récupère, plus je développe ma masse musculaire, plus ma masse musculaire consomme, donc plus je dépense de calories, mon métabolisme est complètement accéléré, et plus je dépense de calories, plus je perds du poids. Maintenant, prendre de la masse musculaire, très souvent, ça fait peur. N'aie pas peur. Tu as le temps de voir venir que tu ressembles à une personne bodybuildée ou quoi. Tu auras le temps de le voir venir et tu auras le temps de t'arrêter avant que ça arrive. Et il va déjà se passer au moins plusieurs années. Je peux même pas dire quelques mois, parce que même en quelques mois, on peut pas faire des miracles, tu n'auras pas un physique de ouf, c'est sûr et certain. Mais par contre, en quelques années, tu peux avoir un physique de ouf et tu peux t'arrêter à temps. Et surtout, tu peux cibler. C'est-à-dire qu'une femme, très souvent, bon là je fais une généralité, faut pas me prendre au mot, mais généralement, la prise de masse musculaire, on va vouloir la faire au niveau des membres inférieurs, au niveau des fessiers, etc. Moi, je la fais aussi sur l'ensemble du corps, sur les bras aussi, histoire de les tonifier au début, parce que c'est toujours joli et agréable. Mais le jour où ça commence à être trop au niveau des bras pour la personne, elle me le dit, on stoppe, on continue juste du maintien, histoire de maintenir le métabolisme, maintenir un bon niveau articulaire, la mobilité, etc. Et on met tout dans le bas du corps, tout simplement. Donc tu as le temps de le voir venir.
Tu vas absolument pas ressembler à un homme ou le genre de truc ou une compétitrice bodybuildeuse. C'est des personnes qui prennent des années et des années et des années d'entraînement et qui consacrent leur vie à ça. Donc le temps d'avoir son niveau juste en allant 3 fois par semaine en salle de musculation et en mangeant 4 repas par jour, c'est pas possible. Alors c'est très bien, ça te suffira pour toi. C'est ça qu'il faut que tu mettes en place justement pour toi et tes objectifs. Donc ça c'est ma méthode pour la répartition des nutriments. Et ce, pourquoi ça te permet vraiment d'accélérer ton métabolisme et de vraiment perdre du poids très rapidement. Perdre du poids ou en prendre. Dans les deux cas, ça va fonctionner de la même manière et je l'explique de la même manière. Et dernière petite chose, et on terminera là-dessus, c'est que la répartition des nutriments va avoir tendance à moins stocker et à diminuer ton estomac, on peut le dire comme ça. Ton sentiment de satiété, le fait de ne plus avoir faim, est grandement amélioré quand tu consommes plus de petits repas, mais plus de fois dans la journée, plutôt que 2 gros repas par jour, par exemple, comme on pourrait faire dans un jeûne intermittent. Le problème du jeûne intermittent, c'est que ton corps, il est perpétuellement en manque de nutriments, parce que tu te forces à ne pas manger pendant plusieurs heures. Ton organisme, lui, décélère, parce qu'il peut moins se régénérer. Du coup, ton métabolisme diminue par rapport à ton organisme qui décélère. Et du coup, tu brûles moins de calories. Mais 200 kilocalories par jour, sur un mois, c'est énorme. Ça correspond à plusieurs kilos. Donc ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Donc le but, par rapport à un jeûne intermittent, c'est de couper tes 2 gros repas et d'en mettre un le matin et un le midi. Et après, tu manges à 16h et tu manges le soir. Tu n'as pas consommé plus de calories qu'un jeûne intermittent. Par contre, tu les as mieux répartis dans toute la journée. Ton corps n'est pas en manque. Ton organisme est perpétuellement avec du carburant, parce qu'il a mangé 4-5 repas par jour. Et tu n'as pas plus de calories dans le corps. Et c'est mieux réparti, donc tu es moins sensible au stockage également. Donc en perte de poids, c'est ce qui se fait de mieux. C'est bien répartir les nutriments, beaucoup de repas, pas des gros du coup, qui te permet juste de manger, d'être bien, de grignoter, etc. Donc c'est de cette manière-là qu'il faut perdre du poids, parce que ça c'est tenable dans la vie de tous les jours, c'est tenable sur le long terme. En plus c'est des bonnes recettes, moi je fais attention à ce que ce soit bon, hein. Le banoffee breakfast c'est terrible, le bœuf teriyaki ça je pourrais en manger tous les jours, cheesecake hyper protéiné à la banane et une omelette aux champignons avec du pain de mie. Moi perso je mange ça tous les jours, je suis content, hein. Je suis content. Cette personne-là, le mercredi, elle a un brownie protéiné, c'est chocolaté et tout, c'est bon, enfin c'est top. C'est top. Enfin voilà, il y a des petites techniques comme ça à mettre en place qui sont top. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur ce que je propose, sur mes programmes d'entraînement nutritionnel pour perdre du poids, etc., tu lâches un commentaire ou tu m'envoies un message sur Instagram, Facebook, comme tu veux, j'y répondrai. Je répondrai à toutes tes questions, il n'y a aucun problème. Et voilà, on se laisse là-dessus. Moi, je te dis à la prochaine. Je te fais un gros bisou. Et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo YouTube. A plus.